dire deux, trois mots pour introduire le sujet, va donner une nouvelle fois un cadre un peu plus général à cette conférence qui va être passionnante. Parce que l'année dernière, aux États-Unis, on a eu cette conférence sur la haute montagne face aux évolutions climatiques, et c'est évidemment hyper intéressant. Alors ici, on est concerné, au même titre que tout le massif du Mont Blanc, que tous les massifs alpins. Donc c'est un sujet qui nous touche évidemment directement. Cette journée, cet après-midi, elle fait suite à beaucoup d'autres rendez-vous qui ont déjà eu lieu. C'est quelque chose qui est hyper important pour nous de pouvoir chaque semaine nous donner rendez-vous pour évoquer un sujet en particulier de transition, on va dire. On a évoqué la semaine dernière, c'était sur l'accessibilité en altitude, qui est aussi des sujets qui nous importent. On a évoqué les sujets de biodiversité, de flore, effectivement, de flore artico-alpine, je vous en prie, de flore artico-alpine sur nos massifs, de bilan carbone. La semaine prochaine, pour le dernier rendez-vous, on va évoquer plus précisément la transition sur notre glacier de la Grande Motte. Tout ça, une fois pour partager les enjeux avec nos locaux, avec nos saisonniers, avec les visiteurs qui sont là en vacances cette semaine-là. C'est des sujets qui nous intéressent parce que ça nous aide à imaginer, à dessiner un futur qui soit plus désirable et qui soit soutenable, en tout cas entre l'accès à la montagne, l'accès qu'on souhaite le plus large possible, parce que c'est quand même une chance extraordinaire de pouvoir découvrir ces milieux-là, de pouvoir les pratiquer et en même temps de les préserver. C'est l'équilibre qu'on doit trouver. Donc pour ça, bien connaître les phénomènes, bien identifier ce qui se passe, et puis pour nous tous agir en fonction de ça et sensibiliser le public à ces évolutions qui sont en accéléré, en tout cas, parce que c'est des évolutions qui existaient, ont toujours existé, mais là, c'est au XXIe siècle, on fait tous le constat que tout va très très vite et que ça perturbe évidemment tous les écosystèmes. Donc voilà. Bonjour. Je vais laisser. Je vous en prie, c'est le goût. Remercie encore une fois Laura qui était à la baguette pour organiser toutes ces conférences depuis le début d'été. Et voilà, c'est un planning, un travail qui prend beaucoup de temps. Voilà, pour la plaisir. Je remercie tous les intervenants parce qu'à chaque fois on a vraiment des super interventions. Et puis voilà, dans une logique d'échange, c'est de la présentation, mais derrière, l'idée c'est que vous puissiez échanger et poser toutes les questions qui s'imposent. Et puis voilà, je te remercie de ta présence. C'est très enrichissant pour nous et voilà, je vous souhaite une bonne conférence. Merci à tous d'être présents. Merci. Et effectivement, en tant que Haut-Savoyard, j'ai un permis de séjour jusqu'à minuit, donc après, on aura le temps de pouvoir discuter de ces questions, de pouvoir commenter ce que j'aurais dit. Merci de m'avoir invité, c'est vraiment un plaisir de venir à Tignes pour la deuxième année. En tant que chamoniard et en tant que diffuseur de sciences, je crois que je cite Tignes au moins 5 à 10 fois par jour. Ouais. Parce que finalement, c'est avec Chamonix, avec ces stations de haute altitude, finalement, on va être entre guillemets les derniers touchés. Mais pour autant, je suis super content de voir que ces mêmes stations, elles prennent le taureau par les cornes, elles changent un petit peu l'état des choses, elles essaient d'œuvrer vers une nouvelle dynamique, vers une nouvelle appréhension des problèmes, vers de nouvelles politiques, peut-être plus en relation avec la société civile, avec les habitants, avec les touristes. Donc je suis effectivement très heureux de participer à mon humble niveau à ces questions-là. Donc on va parler effectivement d'alpinisme. Alors l'alpinisme va être la trame, mais évidemment l'idée c'est de parler de haute montagne, d'évolution de la haute montagne. Je vais vous ramener relativement souvent vers un endroit que je connais bien. Vous imaginez bien qu'en tant que chamoniard, je vais parler un petit peu du Mont Blanc. Et là, typiquement, on commence par une vue du Mont Blanc, qui est une vue qui n'est pas d'actualité.
dans le sens où cette photo, elle a déjà une bonne quinzaine d'années. Donc c'est presque de la publicité mensongère que je fais pour Chamonix avec cette photo. Les choses ont depuis pas mal changé. Alors on a quand même une petite chance cette année, on en reparlera, c'est d'avoir eu un gros enneigement à haute altitude cet hiver, ce printemps. On n'a pas eu encore un été trop chaud, même si on a eu une petite période caniculaire. Elle n'a pas été trop durable, ce qui fait qu'on a encore une haute montagne relativement enneigée, ce qui d'ailleurs va m'aider à avoir un discours presque climato-sceptique juste après. Ne vous inquiétez pas. Donc moi je suis géomorphologue et glaciologue. Alors je me présente plutôt en tant que géomorphologue parce que, un petit peu comme le médecin généraliste, moi je suis un généraliste et je travaille aussi sur les glaciers, mais pas que sur une thématique bien particulière. J'essaye d'avoir une vision relativement large. Et ma vision scientifique, c'est avant tout la vision d'un montagnard, puisque je suis né à Chamonix. Mon patronyme, pour ceux qui connaissent un petit peu la littérature de haute montagne, c'est une des plus grandes familles de Chamonix. À la compagnie des guides, on est 15. La deuxième famille, ils sont 3. Bon, voilà, on a un certain atavisme par rapport à ces questions-là. Donc, je suis directeur de recherche au CNRS dans un laboratoire, pour le coup savoyard, à Chambéry. Laboratoire EDITEM, ça veut dire Environnement et Dynamique des Territoires de Montagne. C'est un laboratoire mixte entre l'Université Savoie-Mont-Blanc, qui embauche des enseignants-chercheurs, et le CNRS, qui embauche des chercheurs, dont je suis. Même si on nous enjoint de plus en plus à enseigner, il paraît que ça évite de recruter des enseignants-chercheurs. Ça, c'est une petite magouille financière, apparemment c'est valable. Moi, j'aime bien de toute façon enseigner parce que je considère que si on n'arrive même pas à diffuser quelque chose auprès des étudiants, c'est qu'on n'est pas forcément de très bons chercheurs. J'enseigne également de plus en plus dans les structures qui forment les guides. L'École nationale de ski et d'alpinisme à Chamonix, mais également en Italie, en Suisse. Maintenant, je vais même en République tchèque. Cet automne, je vais avec des Anglais. Oui, il y a des guides anglais. J'ai été gardien de refuge pendant quelques années. Alors, j'ai l'impression que c'est sur une autre vie. À la fin des années 90, j'ai été aide-gardien du refuge des Cosmiques. Et c'est peut-être d'ailleurs, vous le verrez, quelque chose qui a initié mon appétence pour la science. Et puis après, j'ai été gardien d'un tout petit refuge au pied de l'Aiguille Verte, le refuge de la Charpoix, 12 places en bois, datant de 1904, magnifique. Là, par contre, je n'aurai pas de photo à vous montrer. Et puis, j'ai pendant 2 ans pris la direction du service de prévention des risques à Chamonix. Un job super intéressant, mais très politique, très administratif. Et moi, j'avais à cœur de revenir vers de la science. Et donc, je suis au CNRS depuis une dizaine d'années. Donc, mes terrains d'études, c'est cela. Là, vous me voyez sur le col de Peutray, sur le versant italien du massif du Mont-Blanc, entre la Blanche de Peutray et le Grand Pilier d'Angle. On est à plus de 4000 mètres d'altitude et l'idée, c'est de voir comment réagissent les parois au réchauffement climatique avec des méthodes comme celle-ci, du balayage laser en 3 dimensions, ou alors l'échantillonnage de roches, ici sur un sommet qui s'appelle le Trident du Tacul. Et depuis, cette photo, malheureusement, elle sera impossible à refaire parce que le secteur s'est écroulé. Alors, on va commencer quand même par du local. Je ne vais pas aller trop loin sur le glacier de la Grande Motte parce que justement, c'est des choses qui vont être discutées la semaine prochaine. Alors désolé pour ceux qui ne seraient plus en vacances la semaine prochaine, qui vont recommencer le boulot. Donc le glacier de la Grande Motte, on peut faire une petite comparaison entre plusieurs années. Vous avez ici l'année 2010, l'année 2022. Donc on voit quand même qu'il y a un retrait qui est très fort. 2022, par contre, la bonne nouvelle, et justement, c'est là qu'on peut être presque climato-sceptique, finalement, les choses vont mieux. Regardez, 2022, 2023, ça va mieux. 2024, il y a encore plus de neige. Parfait, voilà. Non, évidemment, il ne faut pas confondre météo et climat. Le climat, c'est des choses qui se voient sur des tendances sur plus de 30 ans, alors que là, c'est simplement des conditions qui émanent de la météo. Comme j'ai dit tout à l'heure, on a eu un hiver très, très enneigé. Alors quand je dis très enneigé, attention, c'est à haute altitude, puisque à 1000-1500 mètres d'altitude, au contraire, on a eu très très peu de neige, puisque les précipitations, on les a eues, mais sous forme liquide. À Chamonix, par exemple, à 1000 mètres d'altitude, on n'a quasiment pas eu de neige cet hiver. On a eu beaucoup de précipitations, mais quasiment pas de neige, parce que ce qui tombait autrefois sous forme de neige, il suffit d'augmenter de quelques degrés, ça tombe sous forme de pluie. Et ça, évidemment, ce n'est pas favorable pour la pratique du ski en fond de vallée, le ski de fond, etc. etc. Mais pour une fois, réjouissons-nous quand même du fait que les glaciers conservent un enneigement relativement important. On voit justement, donc ça c'est une photo de la webcam d'hier, on voit encore de larges plaques de neige ici. C'est que peut-être on aura une année,
moins négatif que les années précédentes. Alors, c'est quand même pas trop difficile parce que 2022, 2023, on va y revenir, ça a été absolument catastrophique. Alors, petite comparaison, encore une fois, 2010-2022, on voit quand même l'extraordinaire retrait de ce glacier de la Grande Motte, qui, déjà du point de vue des paysages, ça change les choses. Vous êtes skieur, on comprend que au moins la pratique estivale est remise en question. Et comme ça va être discuté la semaine prochaine, eh bien, un glacier, c'est un stock d'eau douce qui va justement alimenter les territoires quand on en a le plus besoin l'été. Et voir un glacier disparaître, c'est une catastrophe écologique, mais c'est aussi un vrai problème pour l'alimentation en eau. Je reprends l'exemple tout à l'heure de Chamonix avec sa mer de glace. La mer de glace alimente un torrent, c'est le torrent de l'Arveyron, qui alimente l'Arve, qui alimente le Rhône. Et l'Arve, c'est le principal tributaire du Rhône, et l'Arve doit 95% de son eau au glacier. Donc si on enlève les glaciers, eh bien on enlève l'eau dans le Rhône. Pour la première fois en 2022, côté italien, le Pô était complètement à sec sur certains tronçons. Eh bien ça, c'est peut-être des choses qu'on aura justement dans quelques années du côté du Rhône. Alors, si on revient un petit peu dans le passé, quelques comparaisons avec le début du XXe siècle par exemple, au niveau de cet éperon qui soutient le seul pylône sur la ligne, eh bien vous voyez que ce secteur était largement glacé. Alors ça, c'est des petits glaciers qu'on appelle des tabliers de glace, et j'y reviendrai puisque avant que je m'y intéresse, il n'y a finalement aucun glaciologue qui s'était intéressé à ces glaciers un petit peu particuliers. Et puis, autre chose, puisqu'on est sur cette vue du glacier, en 2007, si mes souvenirs sont bons, toute une partie du glacier ici s'est déstabilisée dans ce secteur-là. Et bien ça, on va y revenir aussi, puisque non seulement les glaciers changent du point de vue de la morphologie, de la physionomie, de la surface, de l'épaisseur, etc., mais il y a aussi des changements du point de vue de la température, et ces changements de température peuvent être à l'origine de déstabilisation glaciaire. Avant de rentrer dans le vif du sujet, dans ce que je veux véritablement vous expliquer, vous présenter, quelques petites questions d'actualité. Et vous avez peut-être entendu, il y a une quinzaine de jours, du côté de Chamonix, on a eu une victime, un mort. Alors c'est vrai que quand il y a des morts en randonnée, on n'en parle pas. Quand il y en a au bord de la mer, on n'en parle pas. Par contre, quand il y en a un en montagne, tous les médias s'en font écho. Et là, effectivement, on a eu une victime dans le versant nord du Mont Blanc du Tacul, qui est sur la voie normale d'ascension du Mont Blanc. Quand on fait l'ascension du Mont Blanc, on a globalement deux principaux itinéraires. Depuis Saint-Gervais, on prend le tramway du Mont Blanc et ensuite on doit traverser le couloir de la mort, un couloir de 40 mètres qui fait l'objet d'énormément de chutes de pierres. Et effectivement, il y a en moyenne 4 morts par an. Donc ça, on en parle moins parce que justement, on sait qu'il y en a tous les ans. Par contre, ici, c'est beaucoup plus rare. Et ce que j'ai pu lire dans les médias, c'est que le réchauffement climatique est à l'origine de la déstabilisation. Et pour le coup, pas du tout. Pas du tout. Et pour une fois, justement, je voulais m'appesantir sur cette question. Vous avez ici une photo aérienne du Mont Blanc du Tacul. Donc le sommet, il est ici. Et là, vous avez tout le versant nord. Ce versant nord, il est découpé globalement en deux petits bassins. Un bassin qui va alimenter le glacier du Géant qui va alimenter le glacier du Tacul, qui va alimenter la mer de glace. Et sur la gauche, un petit bassin qui va alimenter le glacier des Bossons que vous voyez en haut à gauche. Alors celui qui nous intéresse, c'est plutôt le bassin de droite, parce que c'est là qu'on passe quand on est alpinisme. Et vous voyez une flèche bleue, une flèche rouge, c'est l'augmentation des épaisseurs de glace au fur et à mesure qu'on descend le long du versant, et l'augmentation également des vitesses. Et les deux bâtons noirs, c'est une sorte de rétrécissement topographique qui fait que la glace accélère, et quand elle accélère, ça crée des crevasses, ça crée des tours de glace de forme cubique qui ont pris le nom d'un fromage local, le sérac, et par extension, ça a donné les chutes de sérac. Et les séracs, ils avancent, puis à un moment, mécaniquement, ils ne tiennent plus, ils tombent. Et bien dans ce versant, on a travaillé déjà depuis quelques années à partir de photographies automatiques, soit depuis le refuge des Cosmiques, c'est ce que vous avez ici, soit des photographies automatiques depuis l'aiguille du Midi. Donc maintenir un appareil photo automatique à haute altitude, ce n'est pas toujours évident. Toujours est-il qu'on arrive à enregistrer un certain nombre de déstabilisations. Ici, vous avez le dépôt d'une déstabilisation qui s'est produite ici. Bon, là, il y a un peu trop de soleil à Tignes, on ne voit pas très bien, mais ça ira mieux dans quelques minutes. Et l'intérêt de ces photos, c'est qu'on a pu justement quantifier la fréquence et le volume des déstabilisations
Et en moyenne, on en a 6 à 8 par an. La quasi-totalité du temps, malheureusement, quand ça tombe, enfin, justement, heureusement, quand ça tombe, il n'y a personne. Et là, il y avait une personne, il y avait une cordée dessous. Donc c'est un petit peu la faute à pas de chance, c'est être au mauvais endroit, au mauvais moment. Mais il n'y a aucun lien avec le climat, c'est simplement le glacier, quand il avance, il se fracture, il crée des séracs qui finissent par tomber. Voilà, c'est triste parce qu'il y avait une personne dessous, mais pour le coup, c'est tout à fait naturel et tout à fait normal dans le cadre de l'évolution du glacier. Là, on a quantifié par zone la fréquence des déstabilisations. Et celle d'il y a 15 jours, elle s'est produite ici. Vous voyez que ça ne fait que 6% des déstabilisations. Le problème, c'est quand ça tombe tout en haut du versant, et bien après, ça balaye l'ensemble du versant. Voilà pourquoi on a eu cette victime. Autre phénomène d'actualité, et là, pour le coup, on sort de quelque chose de normal, puisque là, c'est directement lié au réchauffement climatique, on le verra tout à l'heure. Je prends un exemple le 6 août. Écroulement rocheux dans la face nord de l'aiguille du Tacul, écroulement rocheux dans la face ouest des Drues, écroulement rocheux dans la face nord de l'aiguille du Midi. Je parle d'écroulement au-delà de 100 mètres cubes. Et ce jour-là, je crois que j'en ai comptabilisé une dizaine dans le sol massif du Mont Blanc. La trame de fond, c'est celle-ci, c'est l'accélération très forte du réchauffement climatique avec 2022-2023 qui constitue une sorte de troisième coup d'accélérateur. Je vous montre ici les données de température moyenne estivale à Chamonix. Alors, il se trouve qu'on a une station météo depuis 1934, une station Météo France, et donc on a des valeurs depuis presque un siècle. Et vous voyez donc que depuis la fin des années 90, ça augmente quand même fort, avec donc 3 coups d'accélération. Le premier coup d'accélérateur, c'est 2003. Vous vous souvenez tous de 2003, alors peut-être pas les plus jeunes, mais 2003, c'est la première grosse canicule, avec pas mal de problèmes en lien avec la mortalité. Donc ça a fait l'objet de pas mal de soucis au niveau du gouvernement, parce qu'ils avaient évidemment mal anticipé cette question-là. Deuxième coup d'accélérateur, 2015. On n'est vraiment pas loin de 2003. Et surtout, depuis 2015, quasiment tous les étés sont caniculaires. Et ensuite, le troisième coup d'accélérateur, vous voyez, 2022-2023, on a dépassé 2015, on a dépassé 2003, à la fois du point de vue des températures, mais également du point de vue de la sécheresse. Et là, souvent, on me dit, oui, mais 76, ça avait été super sec. Alors oui, ça avait été très sec, mais bien moins que ce qu'on a eu en 2022 ou en 2023. Donc tout ça, c'est lié évidemment à des hautes pressions sur l'Europe occidentale, et ça donne lieu, on ne voit rien ici, mais c'est les isothermes 0 degré, qui peuvent remonter très très haut en altitude. Le 18 juin 2022, j'ai une station météo quasiment au sommet du Mont Blanc, on a enregistré 10,4 degrés. 10,4 degrés au sommet du Mont Blanc, c'est juste ahurissant. Et tous ces derniers jours, là, avant le petit coup de mauvais temps qu'on a eu, on avait des températures largement positives au sommet du Mont Blanc. C'est d'ailleurs peut-être pour cela que l'année dernière, on mesure le Mont Blanc tous les 2 ans, et l'année dernière, on a enregistré, la valeur de l'altitude, c'était 4805 mètres et 59 cm. C'est très précis, c'est la méthode qui le permet, c'est ce qu'on appelle du GPS différentiel. Ça permet d'être extrêmement précis dans le positionnement, mais c'est la première fois qu'on a une valeur en dessous de 4806 mètres. Et là, difficile de ne pas raccorder les choses avec les 2 étés ultra-caniculaires 2022-2023, puisque même au sommet du Mont Blanc, on commence à avoir des températures largement positives, donc ça commence à fondre, et potentiellement, ça peut participer à ce petit amincissement qu'on a déjà noté. Tout ça pour dire que maintenant, on commence à avoir des conséquences, y compris jusqu'au sommet du Mont Blanc. Alors ça, c'était sur le dernier siècle. Maintenant, je vous propose de remonter un petit peu plus loin dans l'histoire, avec non pas un siècle de température, mais 500 millions d'années. 500 millions d'années. Alors vous allez me dire, oui, mais il y a 500 millions d'années, il n'y avait pas de capteur de température, et vous aurez bien raison. Mais on a quand même des trucs assez intéressants, et le premier truc le plus intéressant, en tout cas pour un glaciologue, c'est évidemment les carottes de glace. Alors pas les carottes de glace du glacier ici, parce que la glace de nos glaciers alpins, c'est de la glace qui se forme, qui s'écoule et qui fond. Donc ça se renouvelle en permanence, mais on n'a jamais une glace très ancienne, en tout cas au niveau des glaciers de vallée, des petits glaciers de versant. Par contre, en Antarctique, on a un glacier qui fait 3,5 km d'épaisseur et qui représente presque 1 million de couches de glace. Donc, ça en fait un élément intéressant parce que dans cette glace, il y a des trucs chimiques qu'on peut rechercher,
Et on a aussi des bulles d'air, parce que quand la glace se forme par accumulation de neige, une grosse partie de l'air est expulsée, mais il reste quand même des bulles d'air. Et dans ces bulles d'air, qu'est-ce qu'on va retrouver? On va pouvoir mesurer les gaz à effet de serre, et on va également pouvoir reconstituer les températures, puisque dans ces bulles d'air, on a de l'oxygène, et là, vous n'en apercevez pas, mais vous respirez de l'oxygène 16 et de l'oxygène 18, dont le rapport est uniquement dépendant des températures. Donc mesurer ce rapport dans le passé, ça revient à mesurer les températures du passé. Et c'est comme ça qu'on connaît précisément les températures sur 800 000, presque 1 million d'années. Donc ça, c'est toute la courbe en bleu. Et puis, au-delà des glaces en Antarctique, on a des trucs un petit peu moins fiables, mais qui donnent quand même une bonne idée, c'est les sédiments marins. Dans les sédiments marins, on va trouver des fossiles, d'animaux, de végétaux, et on sait quelles sont les conditions d'existence en termes de température de ces espèces-là, et de proche en proche, en croisant les choses, on arrive à remonter dans le temps. Plus on remonte dans le temps, d'ailleurs, plus il y a d'incertitudes. Mais ce que je veux que vous voyez, ce que je veux que vous remarquiez ici, c'est la variabilité très importante du climat sur des temps géologiques. Et ça, c'est indiscutable. Et même sur la période dans laquelle on se trouve du point de vue géologique, qui s'appelle l'ère quaternaire, il y a des variations naturelles du climat. Ces variations naturelles, elles sont liées, vous avez certainement entendu l'expression les cycles de Milankovitch. Milankovitch, c'est un mathématicien serbe qui s'intéressait à plein de paramètres cosmiques, c'est-à-dire l'activité solaire, l'angle de rotation de la Terre, l'obliquité des rayons, la distance Terre-Soleil. Tous ces paramètres ont leur propre cycle, et tous ces cycles, quand ils se surimposent, expliquent les périodes glaciaires, les périodes interglaciaires. Et justement, au cours du quaternaire, on a à peu près 30 cycles, période glaciaire, période interglaciaire. Alors attention, pour que ce soit plus visible, des fois la courbe elle est comprimée, des fois elle est dilatée, etc. etc. Ce qu'il faut retenir, donc, c'est le fait que ça change en permanence à cause de ces paramètres cosmiques et que le quaternaire, la période géologique dans laquelle on est, justement, se caractérise par une alternance période glaciaire, période interglaciaire. L'ère tertiaire, on voit qu'il faisait plus chaud. À certaines périodes, on n'avait absolument pas de glace à la surface de la planète. Et puis, ce qui a fait aussi que les géologues ont arrêté l'ère tertiaire pour entrer dans l'ère quaternaire, c'est le développement d'une drôle d'espèce dont on est autant de représentants ce soir. Rentrons un petit peu dans le détail, on est dans l'ère quaternaire, nos cycles période glaciaire, période interglaciaire. Il y a 25-28 000 ans encore, on avait des glaciers qui descendaient jusqu'à Lyon. Ici, c'était couvert de centaines de mètres de glace et les glaciers alimentaient un gigantesque glacier qui descendait jusqu'à Lyon. On retrouve des pierres et en regardant la lithologie, on arrive à retrouver quelle est l'origine. C'est comme ça qu'on a des morceaux de granit du massif du Mont Blanc quasiment jusqu'à Lyon. Depuis 12 000 ans, on est sorti de cette période glaciaire qui s'appelait le Würm et on est rentré dans une période interglaciaire qui s'appelle l'Holocène. Donc depuis 12 000 ans, il est normal, il est naturel que les températures soient un petit peu plus chaudes, voire même nettement plus chaudes. Une période glaciaire, c'est quand même entre 6 et 8 degrés de moins que ce que l'on connaît aujourd'hui. Donc il y fait plus chaud dans cette période interglaciaire, avec quand même des fluctuations climatiques, des périodes plutôt chaudes comme actuellement, et des périodes plus fraîches. La dernière petite période fraîche, froide, c'est ce qu'on appelle le petit âge glaciaire, on va y revenir tout à l'heure. Mais pendant qu'on est encore sur cette courbe, on va aller voir ce qu'il y a au bout. 2050, 2100. Et en 2100, si je reviens dans le passé, eh bien on devrait connaître des températures qu'on n'a pas connues depuis 15 millions d'années. Et il y a 15 millions d'années, il n'y avait pas des petits alpinistes dans les Alpes, et il n'y avait pas des bonhommes qui devaient s'adapter à ces conditions de température. Alors justement, je parlais du petit âge glaciaire. On va aller voir ce petit âge glaciaire avec des éléments tout à fait fiables. Ce n'est pas des dires, ce n'est pas des écrits, ce sont des photographies. Et il se trouve que la photographie de haute montagne est née à la fin du petit âge glaciaire. Donc le petit âge glaciaire, qu'est-ce que c'est? C'est une période qu'on appelle de péjoration climatique. Ça veut dire que l'hiver, il neigeait beaucoup, entre les années 1300 et 1850, et l'été, il faisait relativement frais, voire même carrément froid. Il y a des années qu'on appelle des années sans été, tellement il faisait bon. Donc ça donnait lieu à des famines, des épidémies, enfin c'était super sympa à vivre. Par contre pour les glaciers, là c'était chouette parce que les glaciers ont pu réavancer largement par rapport au Moyen-Âge. Au Moyen-Âge, il est probable que les glaciers, en tout cas les glaciers de vallée, étaient un petit peu plus petits encore qu'à l'heure actuelle. Simplement, les raisons étaient tout à fait naturelles et on ne peut pas en dire autant aujourd'hui. Donc le glacier du Rhône qu'on trouve en Suisse, le Rhône avant d'être français, il est suisse. Vous avez ici le début du Rhône. Eh bien, on avait un lobe bien alimenté, bien épais, etc. Donc ça, c'est 1855, c'est précisément la fin du petit âge glaciaire. Et aujourd'hui, les choses sont assez différentes. L'urbanisation, évidemment, est plus conséquente que par le passé. Et là, je parlais tout à l'heure d'une photo mensongère, c'est encore le cas,
puisqu'on a ici encore un petit peu de glace au sommet du verrou. Le verrou, c'est comme un col rocheux. Eh bien aujourd'hui, le glacier s'est retiré largement derrière ce verrou rocheux. Le verrou a créé un barrage derrière lequel un lac s'est installé. Et là, vous avez des valaisans qui essayent de maintenir une petite grotte de glace sous des bâches qui ont pour objectif de renvoyer le rayonnement solaire de manière à limiter la fonte de la glace dessous. Ça fonctionne très bien. Par contre, après, écologiquement, ce n'est pas excellent parce que ces bâches blanches, c'est des produits d'origine pétrolière. Et puis surtout, on s'est aperçu que ces bâches avec les UV, elles libèrent énormément de microplastiques. Et après, tout ça descend dans les torrents et ce n'est pas bien joli. Alors, puisqu'on est dans les glaciers, on va annoncer quelques chiffres. On a actuellement dans les Alpes françaises 580 glaciers. Et, comme j'espère pouvoir amener de temps en temps quelques bonnes nouvelles, le nombre de glaciers augmente. Parce que comme l'épaisseur diminue, il y a des arêtes rocheuses qui ressortent et ça divise les glaciers. Évidemment, ce n'est pas du tout une bonne nouvelle, mais le nombre de glaciers a tendance à augmenter. Ce qu'il faut regarder, bien entendu, c'est la surface totale. Aujourd'hui, moins de 250 km², c'est 30% de moins que dans les années 80. Pourquoi je prends les années 80 comme référence? Parce que depuis la fin du petit âge glaciaire, globalement, les glaciers se retirent. Ils ont quand même repris du volume à 3 reprises, dans les années 1890, dans les années 1920, et pour la toute dernière fois au début des années 80. Fin des années 70, début des années 80, on a eu des hivers super enneigés, je suis sûr qu'il y a des skieurs qui s'en souviennent, et des étés relativement frais, ce qui a permis aux glaciers de regonfler jusque, certains glaciers c'était 82, d'autres 86, jusqu'à 88. Voilà, ils réagissent différemment, mais en tout cas on a eu une petite crue glaciaire dans les années 80. Par contre depuis, nix, rien, que dalle. La dernière année positive pour les glaciers, c'est 2001. Donc ça fait depuis 2001 qu'on a des années qui sont toujours négatives pour les glaciers. Ce qui se traduit comme sur les étés 2022 ou 2023, là je vous emmène sur un col du massif du Mont-Blanc, on est à 3500 mètres d'altitude, et bien vous voyez que la glace elle est toute grise. Alors je dis glace, mais normalement je devrais dire neige, parce qu'à ces altitudes on est dans ce qu'on appelle la zone d'accumulation. Un glacier, c'est deux secteurs. En haut, c'est la zone d'accumulation, on accumule de la neige se transforme en glace. Et en bas, c'est la zone d'ablation, c'est là où la glace fond. Et entre les deux, évidemment, il y a un transfert qui se fait. La glace coule, la glace glisse, la glace se déforme. Et entre les deux zones, il y a ce qu'on appelle la limite d'équilibre des glaciers. Ça veut dire que le bilan à l'échelle d'une année, il est nul. Il y a autant d'accumulation que d'ablation. Eh bien, dans les années 80, cette limite d'équilibre des glaciers, elle était située vers 2750 mètres d'altitude. 2022-2023, elle est remontée à 3004, 3005, voire 3600 mètres d'altitude. Donc ça veut dire que les zones d'accumulation sont de plus en plus petites, les zones d'ablation sont de plus en plus grandes, et le glacier n'est plus du tout en équilibre avec le climat. Un glacier en équilibre avec le climat, 2/3 de sa surface est en zone d'accumulation, 1/3 seulement en zone d'ablation. Et ça, c'est un élément très important, puisque si jamais, collectivement, on arrivait à arrêter toutes nos émissions anthropiques de gaz à effet de serre, ce serait une super nouvelle, parce que justement, assez rapidement, on sait que le climat arriverait à se stabiliser. Par contre, comme les glaciers alpins sont en grand déséquilibre avec le climat actuel, eh bien, ils continueraient à se retirer pendant 30 ou 40 ans. Parce que justement, ils ne sont pas du tout en équilibre avec le climat actuel. Je voulais quand même vous parler aussi d'un cas particulier, c'est le cas de la marmoladage. Je ne sais pas si vous vous souvenez, début juillet 2022, il y avait déjà eu une grosse canicule dans la partie est de la chaîne alpine. Et dans les Alpes italiennes, il y a eu une catastrophe, il y a eu une douzaine de victimes d'un front de glacier qui s'est brutalement déstabilisé. Et j'ai tendance à dire que ce phénomène, il est inacceptable pour deux raisons. Déjà parce que c'est directement lié au réchauffement climatique, une grosse période caniculaire qui a fait fondre la neige, puis la glace, produisant de l'eau liquide qui est rentrée dans les fractures derrière le front, donc dans une crevasse. Ça a augmenté les pressions hydrauliques et finalement, ça a fait partir tout le front. Donc du point de vue environnemental, du point de vue climatique, c'est déjà inacceptable. Et ce que je n'accepte pas dans ce phénomène, c'est qu'il y avait tous les signaux avant-coureurs d'une déstabilisation. Les guides, les gardiens de refuge, les gestionnaires locaux du risque auraient dû être en capacité de reconnaître les signaux faibles que la montagne envoyait. J'en reparlerai tout à l'heure.
Alors, moi, je suis géomorphologue, donc je vais vous parler un petit peu de ce métier, pourquoi on en vient à travailler sur ces questions-là. Géo, la terre, morpho, la forme, et logos, le discours, la science. Donc un géomorphologue, c'est un spécialiste de l'évolution des reliefs. Et les reliefs, c'est ce qui est exactement en contact avec la lithosphère, c'est-à-dire la roche sous nos pieds, et l'atmosphère au-dessus de nous, ou alors autour de nous. Et donc, il y a des interactions très fortes qui existent entre ce qui se passe sous nos pieds, avec toute l'énergie qui provient du noyau de la planète. Cette énergie doit être dissipée, parce que jusqu'à preuve du contraire, la planète n'a pas explosé. Et pour dissiper cette énergie, eh bien, il y a des mouvements de convection dans le manteau qui font bouger les plaques tectoniques, etc. etc. Donc ça, c'est ce qu'on appelle des forçages internes. Et puis de l'autre côté, on a des forçages externes en lien avec le climat. Donc la tectonique est à l'origine des chaînes de montagnes. C'est la collision entre une partie de l'Afrique et l'Europe il y a plusieurs dizaines de millions d'années qui est à l'origine du massif alpin. Et puis donc ensuite on a le climat qui va éroder les montagnes, qui va éroder les chaînes jusqu'à produire des éléments qui vont être individualisés, puis ensuite qui vont partir avec l'eau, avec le vent, avec les glaciers. Eh bien la géomorphologie finalement étudie tout ça et le principal élément d'étude c'est l'érosion. Et donc, quand on travaille sur les risques naturels, on travaille sur l'érosion. Et donc, une grosse partie de mon travail, c'est l'anticipation de risques naturels associés aux glaciers et associés à autre chose encore qu'on trouve en haute montagne, comme le permafrost. Donc, l'érosion, c'est ce qui est altération, détachement, transport et dépôt. Et le moteur de tout ça, c'est évidemment la gravité. Et puis, on peut rajouter la biosphère, on peut rajouter également l'homme. Et puis, on peut rajouter aussi, et ça, c'est ce qui nous intéresse ce soir, la cryosphère. Cryo, la glace, et dans la cryosphère, on met les glaciers, bien évidemment, mais également la neige et tout ce qui est permafrost. Et puis, ça varie, tout ça, sur du temps long, du temps long pour ce qui est tectonique, et puis du temps relativement court. Et on verra justement que le problème climatique actuel, ce n'est pas tellement les températures que l'on connaît aujourd'hui, c'est la vitesse à laquelle ça se réchauffe. Et jamais par le passé, en tout cas sur un passé qui concerne l'homme, ça s'est réchauffé aussi rapidement. Alors, la géomorphologie dynamique en particulier, c'est celle qui étudie les processus liés au climat. Alors, pour vous donner quelques idées, c'est les processus fluviatiles liés aux fleuves, liés aux eaux de surface, glaciaires, les processus périglaciaires qu'on a autour des glaciers, avec le gel, le dégel. Les processus gravitaires, c'est tout ce qui se casse la figure, donc là c'est un petit peu ma spécialité, au-dessus de 2000 mètres d'altitude, en tout cas pour moi. Les processus éoliens, c'est ce qui est lié au vent. Les processus littoraux, ça vous le comprenez, ce n'est pas du tout ma spécialité. Et les processus associés à l'homme. Et donc le géomorphologue peut autant s'exciter sur l'estuaire de la Loire que sur des moraines ici en Amérique du Sud, moraines qui permettent de reconstituer les extensions des glaciers, moraines qui peuvent être datées, et comme ça on arrive aussi à reconstituer des changements climatiques à partir des moraines, des glaciers, les glaciers étant de très bons systèmes hydroclimatiques. Alors à quoi ça sert la géomorphologie ? Est-ce que ça peut servir à expliquer les paysages, à prévenir les risques naturels, à briller en soirée, à savoir où stocker les déchets nucléaires, à reconstituer l'évolution du climat, appréhender la qualité d'un vignoble, comprendre la dynamique des peuplements, sauver le monde, ou être un outil de développement touristique? Eh bien, j'ai pas mal de collègues, alors peut-être pas sur sauver le monde, mais en tout cas, à notre humble échelle, essayer d'y participer. La géomorphologie, ça sert à tout ça. Oui, j'ai des collègues géomorphologues qui sont spécialisés sur les vignobles, parce qu'il y a un lien très fort entre la géomorphologie et la qualité du vin. Alors, c'est malheureusement pas ma spécialité, mais tout ça pour vous dire qu'en tant que géomorphologue, on voit les choses relativement larges. Ça, c'était une petite parenthèse sur la géomorphologie, mais simplement, avant de fermer la parenthèse, si on tape géomorphologie Tignes, eh ben, on n'a pas grand-chose. On n'a pas grand-chose, on a juste une étude qui a plusieurs dizaines d'années avec une carte quand même foutrement pas très jolie, avec quelques éléments sur la limite des glaciers il y a 10 000 ans, au petit âge glaciaire, quelques trucs. Tout ça pour vous dire qu'une grande station comme Tignes, c'est quand même dommage d'avoir une si faible connaissance de son environnement. Et là, justement, je salue la municipalité qui nous a associés depuis quelques mois. Alors, j'étais pas, il y avait une réunion au printemps qui a réuni pas mal de collègues, donc moi je me suis fait représenter. Et l'idée, justement, dans les prochains mois, prochaines années, c'est qu'un certain nombre de collègues venions sur le territoire tignard, de manière à lever une très belle carte géomorphologique pour savoir
quel est notre environnement. Parce que ça, c'est quand même, ça allait bien il y a 30 ans, mais c'est quand même pas très joli aujourd'hui. Voilà, donc merci encore pour l'appel du pied que vous avez pu faire au monde scientifique. Et ça, évidemment, ça témoigne justement de l'intérêt de Tignes pour un changement par rapport aux problématiques environnementales auxquelles on est confronté. On parle d'alpinisme, puisqu'on a dit quand même que c'était notre fil conducteur, donc il faut quand même qu'on aborde la question. Et quand on fait de l'alpinisme, on va en refuge. Et je vous ai dit qu'à la fin des années 90, j'avais été aide-gardien dans un refuge qui s'appelle le refuge des Cosmiques. Le refuge des Cosmiques, c'est celui-ci, justement sur la voie normale d'ascension du Mont Blanc depuis l'Aiguille du Midi. Donc on monte en téléphérique à l'Aiguille du Midi, ensuite on marche une petite heure pour aller dormir dans ce refuge, et ensuite on fait l'ascension du Mont Blanc du Tacul, du Mont Maudit, et ensuite du Mont Blanc. Eh bien, le 22 août 1998, je n'ai pas très bien dormi, et mes collègues non plus, puisque en fin de soirée, on a senti le refuge vibrer. Alors on imaginait une avalanche justement au Mont Blanc du Tacul, ou alors une grosse avalanche sur le glacier des Bossons. Mais on n'imaginait pas ce qu'on a vu le lendemain, à savoir que toute cette partie qu'on appelle le cristal, qui reposait sur une grande dalle de 600 m3, eh bien la dalle, elle était partie. Donc tous les IPN, tous les éléments métalliques, reposaient dans le vide. On a été évacué par le PGHM dans un temps vraiment épouvantable. Il y a plein de pierres qui tombaient de la face sud de l'Aiguille du Midi, donc il y a des pierres qui tombaient entre les membres de la cordée. Ce n'était pas spécialement sympathique. Et puis cet événement, j'ai retravaillé dessus une petite quinzaine d'années plus tard, et j'ai montré deux choses. Pourquoi est-ce que cette dalle de 600 m3 était tombée? Eh bien, il y a deux paramètres qui interviennent. D'abord, la présence du glacier. On est pourtant à 3600 mètres, on se dit les glaciers, à cette altitude, ils évoluent quand même peu. Eh bien si, les glaciers baissent. Et justement, dans les fin des années 90, par rapport au milieu des années 80, on a déjà une baisse de 30 mètres. Or, un glacier, quand il est présent, il va exercer des pressions sur les versants, et quand ces pressions ne sont plus faites contre un glacier, eh bien, elles expliquent des déstabilisations. Et en plus de ça, on a la dégradation du permafrost, dont on parlera tout à l'heure. Ça, c'est, à ma connaissance, la première victime du réchauffement climatique en haute montagne. Il y a eu 1 an de travaux, 1 an de fermeture administrative. Il y a 180 clous qui ont été installés dans cette arête rocheuse, de manière à lui redonner une certaine unité pour continuer à exploiter le refuge. Autre victime, et celle-ci elle est plus récente, peut-être que vous connaissez ce refuge, c'est dans le massif des Écrins, c'est le refuge de la Pilatte. Refuge de la Pilatte qui a été construit en 1954 à cheval, mais ça évidemment ils ne le savaient pas à l'époque, entre le versant bien stable et ici un énorme bloc de 400 000 m3 que vous voyez ici en coupe, bloc de 400 000 m3 qui au petit âge glaciaire était justement bien poussé contre le versant par la présence du glacier, et le glacier perdant en épaisseur, eh bien en 2008 il y a eu une première crise avec fissuration du bâtiment au centre de celui-ci, une marche qui s'est formée dans le réfectoire, quand même une marche de 12 cm, c'est pas rien. Donc pendant quelques années, je conseillais à mes collègues plutôt d'aller coucher dans cette partie du refuge. Et 2022, nouvelle accélération, donc les fissures qui avaient été colmatées, etc., se sont très largement réouvertes, et la FFCAM, évidemment en accord avec les scientifiques, a décidé de fermer définitivement ce refuge. Voilà une autre victime du réchauffement climatique. Alors là, ce n'est pas le permafrost, c'est simplement le retrait glaciaire. On appelle ça la décompression post-glaciaire, la décompression après les glaciers, qui explique la problématique. Donc voilà, ce refuge, aujourd'hui, on ne peut plus y monter. Il y a plein de petits bâtiments qui, aujourd'hui, sont confrontés à tout ça. Alors, je ne parlerai pas des remontées mécaniques. On a actuellement quand même, je vous donne un chiffre, 947 éléments d'infrastructure présents sur le permafrost. Et le permafrost, c'est un état thermique qui permet la présence de glace dans les interstices de la roche, dans les fissures. Et évidemment, quand cette glace fond, ça change la mécanique du terrain, et les pylônes bougent, les gares de télésiège s'affaissent, certaines gares se fissurent, etc., etc. On a de plus en plus de soucis par rapport à la stabilité des infrastructures de haute montagne et au premier chef, évidemment, les remontées mécaniques. Donc une grosse partie aujourd'hui de mon travail, c'est les remontées mécaniques. Ce n'est pas forcément très intéressant, au début ça l'était parce que justement ça me permettait aussi de mieux comprendre les processus. Maintenant qu'on les comprend bien,
j'essaye justement que ces connaissances aillent vers des bureaux d'études pour que ce soit eux qui gèrent les choses sans que le monde scientifique ait à intervenir. Je fais une nouvelle parenthèse cette fois-ci sur des petits refuges particuliers qu'on appelle des bivouacs. Donc les bivouacs, c'est des petits refuges qui ne sont pas gardés, mais qui sont quand même importants en termes d'alpinisme. Et là, ceux-là vont pas très bien, et là, je vous donne quelques exemples. Les Périades, c'est dans le massif du Mont-Blanc. Au mois de juillet 2019, j'ai des copains cristalliers qui m'appellent en disant on est monté aux Périades, ça craint, le tas de cailloux sur lequel est construit le bivouac est en train de complètement partir. Donc, je monte, et effectivement, il y a une série d'événements qui a fait que la pile d'assiettes, la pile de cailloux sur laquelle était présent le bâtiment s'est énormément affaissé, s'est écroulé. Et pour éviter que ce patrimoine historique, puisque le petit bâtiment quand même date de 1904, on l'a évacué par hélicoptère avant qu'il ne tombe sur le glacier, et on en a construit un nouveau de la même taille qu'on a mis une cinquantaine de mètres plus loin sur un secteur beaucoup plus stable. Premier exemple. Deuxième exemple, on reste dans le massif du Mont-Blanc, cette fois-ci sur la frontière franco-italienne. Côté italien, ce joli petit bivouac, en 2022, s'est écroulé sur le glacier de la Brinve, côté italien. Autre exemple, toujours en 2022, toujours dans les Alpes italiennes, mais cette fois-ci plus dans le massif du Mont-Blanc, le petit bivouac Sberna ici. Tout ce secteur-là, ici, s'est complètement écroulé. Donc le bivouac, évidemment, est parti avec. Et dernier exemple, toujours dans les Alpes italiennes, cette fois-ci l'année dernière, le bivouac Meneghello, l'espèce de petite boîte de conserve construite sur un promontoire rocheux. L'ensemble du promontoire est parti, et donc vous avez ici les restes du bâtiment après l'écroulement. Donc on a déjà des bâtiments qui bougent, voire qui se déstabilisent complètement à cause de ces évolutions, que ce soit le retrait glaciaire ou la dégradation du permafrost, ou souvent les deux combinés. Maintenant qu'on a quand même passé une bonne nuit en refuge, il y a quand même plein de refuges, je vous rassure, qui sont tout à fait stables, on va aller faire notre itinéraire d'alpinisme. Et pour comprendre quelle est l'évolution de l'alpinisme face au réchauffement climatique, on a fait le choix de partir sur une méthode un petit peu particulière, qui a été d'utiliser la Bible des alpinistes des années 70, 80, 90. Ce sont les 100 plus belles courses de Gaston Rebufat. Gaston Rebufat, c'est un guide très célèbre de Chamonix, et qui en 1972 a fait une synthèse, déjà une sélection de 100 itinéraires qu'il considérait comme étant les plus beaux, d'itinéraires faciles à des itinéraires plutôt difficiles, voire très difficiles. Et surtout, il a eu la bonne idée d'en faire la description précise à chaque fois. Et donc, en comparant la description des années 70 avec la description actuelle, on a pu mieux comprendre ce à quoi les alpinistes actuels sont confrontés. On a identifié 26 processus glaciologiques et géomorphologiques qui rendent la vie des alpinistes plus difficile du point de vue technique, mais également du point de vue dangerosité. On va y revenir. Donc les 25 processus, je ne rentrerai pas dans le détail de chacun, mais on ira en voir quelques-uns. Et puis il y a quelque chose d'intéressant à partir de cette étude, c'est un niveau de transformation. Ça, c'est les niveaux de transformation. Niveau 0, il ne s'est rien passé. Là, c'est des itinéraires qui ont faiblement changé, moyennement, beaucoup, ou carrément des itinéraires qui n'existent plus. Alors, il n'y a quand même que 2 itinéraires qui n'ont pas changé à cause du réchauffement climatique. Un tiers qui a faiblement changé, un tiers moyennement, un petit tiers beaucoup. Et puis, on a 3 itinéraires qui ont complètement disparu. C'est le pilier Bonatti dans la face ouest des Drues, c'est le trident du Tacul dont je vous parlais tout à l'heure, où vous me voyez récupérer un morceau de granit, et c'est l'école de glace sur le glacier des Bossons, le glacier des Bossons ayant perdu 1,2 km. Aujourd'hui, ce n'est plus envisageable. Alors, comme je vous ai dit, on ne va pas rentrer dans le détail des 26 processus géomorphologiques et glaciologiques, sinon on y passe quelques journées. Simplement, quelques éléments sur des choses plus ou moins méconnues. Et notamment, je vous ai dit tout à l'heure en introduction qu'il y avait un type de glacier qui n'avait jamais fait l'objet d'études scientifiques. Et moi, quand il n'y a pas d'études, j'ai qu'une envie, c'est justement d'y aller. C'est ce qu'on appelle les tabliers de glace. C'est des espèces de couvertures de glace et de neige qu'on a en particulier dans les faces nord, mais pas que, et qui donnent déjà un très bel aspect à nos montagnes, qui donnent un petit peu une certaine discontinuité dans le gris de la roche, donc avec de belles pentes comme celle-ci. Là, vous êtes au Shivling, très beau sommet en Himalaya, mais des tabliers de glace, on en a dans les Andes, on en a dans les Alpes, on en a un petit peu partout, évidemment, là où on a des massifs de haute montagne. Alors, première chose qui a été faite, c'est de prendre 3 faces nord du massif du Mont-Blanc, face nord des Grandes Jorasses, face nord de la Touronde
et face nord du triangle du Tacul. On a parlé tout à l'heure de la voie normale du Mont Blanc du Tacul avec le décès il y a 15 jours. On a pris des photos aériennes, des photos terrestres, on a créé un logiciel pour pouvoir traiter tout ça, de manière à voir comment évoluait la surface de cet tablier de glace. Eh bien, sur les 3 dernières décennies, on a vu que ça évoluait quand même pas mal, alors même qu'on est souvent en face nord et à haute altitude. On pourrait se dire que c'est quand même dans des zones où il ne se passe pas grand-chose. On a fait une deuxième étude il y a quelques temps, sur l'ensemble du massif du Mont Blanc cette fois-ci, avec des images aériennes, de très bonnes images de 52, 2001, 2012, 2019. Eh bien, vous voyez que depuis les années 50, on a déjà perdu la moitié de la surface de cet tablier de glace. Encore une fois, on est en face nord et à haute altitude. Il y en a une qu'on a étudiée tout particulièrement, c'est celle qui est située sur le versant, au niveau du triangle du Tacul. Pourquoi utiliser en particulier ce secteur-là? C'est parce qu'il est relativement accessible depuis l'aiguille du Midi. En 1 heure et demie, on arrive à être au pied et à grimper assez rapidement. Eh bien, sur un été moyennement caniculaire comme 2017, on a perdu 46 cm. Alors vous allez vous dire, 46 cm, quand au fond de la mer de glace, on perd en même temps 16,50 m en 2022, c'est pas grand-chose. Alors c'est vrai que c'est pas grand-chose, mais le problème des tabliers de glace, c'est qu'ils ne sont épais que de quelques mètres. Donc en quelques canicules, on peut remettre complètement en question la présence de ces tabliers de glace. Au passage, je vous parlais tout à l'heure de 2022-2023, s'il y a un seul chiffre à retenir pour 2022-2023 à l'échelle des Alpes tout entière, c'est les effets évidemment sur les glaciers. En 2 ans, on a perdu 10,4% du volume total des glaciers. Plus de 10% en seulement 2 ans. Donc quand on dit qu'au cours de ce siècle, potentiellement, on peut perdre tous les glaciers alpins, ça paraît inenvisageable, mais quand on voit qu'en 2 ans, on peut déjà en perdre plus de 10%, ça devient tout de suite un peu plus intelligible. On revient à nos tabliers de glace. Donc pour avoir cette mesure, on a mis des bâtons dans la glace avec un gros perforateur, et on est revenu 1 an plus tard voir quelle est l'émergence de ce bâton, et c'est quelque chose qu'on fait maintenant depuis une dizaine d'années. Et puis ce qu'on a fait également il y a quelques années, c'est de faire un carottage dans cette glace, de manière à voir l'ancienneté de la glace. On peut dater la glace. C'est une datation un petit peu compliquée qui repose sur du carbone 14, mais comme on n'a pas de restes ni de végétaux ni d'animaux, c'est un petit peu plus compliqué. Les résultats sont ceux-ci. Donc ça, c'est une carotte qui a été faite autour de 2018. Et en 2018, on avait 1 mètre d'épaisseur de glace. Eh bien, en surface, les grimpeurs, évidemment, les alpinistes ne le savaient pas, mais ils grimpaient sur de la glace très ancienne de 700 ans. À 50 cm de profondeur, la glace, elle a déjà 2700 ans. Et au contact avec la roche, elle a 6250 ans. Et bien, grâce à cette étude, j'ai trouvé les plus vieilles glaces dans les Alpes. On pensait que c'était au front des grands glaciers, comme au glacier d'Aletsch, au glacier du Gorner ou à la mer de glace. Eh bien non, les plus vieilles glaces, elles sont collées dans ces faces nord. Pourquoi? Parce que déjà, c'est des glaciers froids collés à la roche. Et puis, comme il n'y a pas suffisamment d'épaisseur, la glace ne se déforme pas, elle ne flue pas. Donc finalement, elle reste en place depuis très très longtemps, typiquement depuis 6250 ans. Dans cette glace de 6250 ans, on y a trouvé de l'oxalate d'ammonium. Alors, je ne suis pas sûr que ça vous fasse un grand plaisir comme ça. Qu'est-ce que c'est l'oxalate d'ammonium? C'est une espèce chimique qui est produite par la végétation. Ce qui veut dire qu'avec le chiffre et l'espèce chimique, avant 6250 ans, il n'y avait pas de glace, et il y avait même de la végétation à 3750 mètres d'altitude en pleine face nord. Alors évidemment, ça questionne. On se dit, oui, finalement, on est en train simplement de revenir à ce qu'on a connu avant 6250 ans. Sauf que la glace qu'on a échantillonnée ici, glace de 6250 ans, elle a complètement fondu l'année dernière. Elle a complètement disparu. Et donc, on obtient en 30 ans le même résultat qu'on avait obtenu il y a plus de 6250 ans sur 900 ans. Puisque avant 6250 ans, on avait eu une période chaude au cours de l'interglaciaire dans lequel on est, qui a duré 900 ans. Et donc c'est ça le problème, c'est la vitesse aujourd'hui à laquelle ça se produit, puisque le résultat en 30 ans est le même qu'en 900 ans de réchauffement climatique naturel. Regardez, ça c'était hier, toujours le triangle du Tacul.
Donc le secteur qu'on a échantillonné, il est là. Vous voyez qu'il y a la roche. Et puis là, on a une dégradation qui est telle que ça, c'est un secteur qui était jusqu'il y a encore 2 ans hyper stable. Il n'y avait jamais une pierre qui tombait. Et hier, un gros morceau est tombé, créant une petite avalanche de neige ici. Et ça, c'est des choses qu'on commence à voir justement à ces altitudes. Et ces tabliers de glace, justement, c'est des espèces de ceintures qui ont tendance à cimenter des parois rocheuses. Et quand cette ceinture disparaît, eh bien, les parois rocheuses se déstabilisent. Je vous parlais tout à l'heure de la face nord de la tour ronde. Eh bien, cette face nord ici s'est écroulée en 2022. On a 25 000 m3 de roches qui sont tombées d'un seul coup à cause de la disparition de cette couverture de glace. On passe à d'autres types de glaciers. On passe aux glaciers dits suspendus. Ces glaciers suspendus, ils sont intéressants parce que déjà, ils dénotent le fait qu'on a dessous du permafrost, c'est-à-dire des températures négatives. Et justement, du point de vue de la température, il existe effectivement 2 types de glaciers. Le premier type, c'est des glaciers froids. J'espère que vous êtes bien content d'être venu ce soir pour savoir qu'un glacier, c'était froid. On ne s'y attendait pas. Non, un glacier froid, c'est un glacier dont la température est largement négative, -2, -5, -10 degrés. Et à cette température, la glace, elle colle à la roche. Et ça s'oppose à des glaciers tempérés, à 0 degré, qui, à cause de l'eau liquide dessous, glissent sur la roche. Et le problème de nos glaciers suspendus, donc qui collent au permafrost, c'est qu'ils se réchauffent, et au moment où ils vont passer à 0 degré, eh bien, compte tenu de la pente, ils ne vont pas se mettre à glisser gentiment, ils vont carrément s'écrouler. Et ça, on en a eu un exemple tout près d'ici, au niveau de la Grande Casse, point culminant du département de la Savoie, eh bien, il y a toute une partie ici qui s'est déstabilisée. Tout ce secteur-là a disparu. Et un glacier suspendu, c'est classique qu'ils finissent par perdre du volume par chute de sérac, par avalanche de glace. Mais normalement, une déstabilisation normale, ça laisse une petite épaisseur de glace qu'on appelle une semelle de glace sur la roche. Or là, il n'y a plus du tout de semelle. Donc ça veut dire que c'est bien le passage glace froide, glace tempérée, qui est à l'origine de ce phénomène. Et ce que je pense être à l'origine de ce phénomène, ce n'est pas un réchauffement depuis la surface du glacier, c'est un réchauffement depuis la face sud. Année après année, décennie après décennie, la chaleur pénètre dans les terrains et a probablement réussi à atteindre la base du glacier avant la chaleur provenant de la surface du glacier. Et donc là, actuellement, on est en cours de travaux de modélisation pour essayer de vérifier cette hypothèse. Une hypothèse qui, par rapport à tout ce qu'on connaît, se tient quand même pas mal. Des glaciers suspendus qui se déstabilisent, on en a dans le massif du Mont-Blanc. Justement, cette année, on en a un tout particulièrement, qui est situé un petit peu à gauche de l'aiguille du Midi. C'est un espèce de chapelet de glaciers suspendus. Et là, vous voyez qu'il y a une déconnexion. Et bien, cette déconnexion, elle date de fin juillet, avec de grosses avalanches qui se sont produites. Ça, c'est une capture d'écran d'une vidéo. Donc, au fur et à mesure de la déstabilisation, effectivement, ça crée des avalanches. Heureusement, la partie tout à fait basse, elle est coincée dans un espèce de dièdre, un livre à moitié ouvert, ce qui permet globalement à tout le secteur de tenir. Mais on a des données juste à côté à l'aiguille du Midi sur un glacier suspendu. En 2017, on a fait 2 forages et au fond, on a trouvé -0,6 et -1,5 degrés. Eh bien, on a refait le forage au mois de juin et fin juillet, on avait une température de 0 degré aux deux endroits. Donc, nos glaciers suspendus, malheureusement, en se réchauffant, ils peuvent se déstabiliser. On a assez parlé de glace, on va parler maintenant d'eau. L'eau, qui nous est si importante pour nos existences, parfois elle est en volume trop important en haute montagne, en créant des lacs à partir de retenues qui peuvent être... Tout à l'heure, on a vu le glacier du Rhône avec un barrage rocheux très solide, donc là, pas de problème. Par contre, on a énormément de lacs qui se forment, barrés simplement par ce qu'on appelle de la glace morte, c'est-à-dire un tas de glace qui n'est plus connecté au reste du glacier, ou alors comme ici, dans la région du Khumbu, pas très loin de l'Everest, vous voyez que c'est la moraine, c'est-à-dire le tas de cailloux déposés par le glacier pendant le petit âge glaciaire qui barre le lac. Et ça, c'est des matériaux meubles. Et si on augmente les volumes, on augmente aussi les pressions jusqu'à ce qu'à un moment, ça finisse par une rupture et une vidange brutale du lac. Et ce que vous avez entendu dans les nouvelles, il y a 2 jours, il y a 2 lacs glaciaires qui sont vidangés. Eh bien, il y a tout un village qui a été dévasté justement dans la région du Khumbu. Eh bien, c'est typiquement ça. Ce sont des barrages morainiques qui finissent par céder quand il y a trop d'eau. Et là, on a vraiment des catastrophes en puissance qui sont en train de se mettre en place
en Himalaya et dans les Andes, parce qu'ils ont des lacs glaciaires absolument monstrueux qui sont en train de se former. Dans les Alpes, les choses sont un petit peu mieux surveillées, et puis on n'a quand même pas des lacs aussi importants, mais on a quand même nos problématiques. On a quand même notre problématique avec ici un lac qui se forme juste au-dessus de nous, un lac qui est plus ou moins à cheval entre Tignes et Pralognan-la-Vanoise. C'est là qui se forment par dizaines actuellement dans les Alpes, et ça pose un problème de risque, parce que ces lacs glaciaires, ici le barrage, c'est un barrage de glace, et soit l'eau elle arrive, plus il y a d'eau, plus le niveau monte, et si l'eau arrive à passer par-dessus le barrage de glace, ça fait ce qu'on appelle une surverse, et même l'eau, si elle est à peu près à 0 degré, elle a un pouvoir érosif très important, ce qui fait que d'un seul coup, on peut avoir une échancrure qui se forme, et ensuite, la vidange, elle peut être très rapide, posant des problèmes de sécurité à l'aval. Et on a aussi une deuxième possibilité, c'est une vidange sous-glaciaire. Et dans ce cas-là, c'est encore plus insidieux parce qu'on ne la voit pas forcément se mettre en place. Et dans les deux cas, eh bien, quand on identifie un risque trop important, généralement, on met en place une vidange artificielle. Au début des années 2000, c'est ce qui a été fait du côté du glacier de Rochemelon. C'est ce qui a été fait l'année dernière en rive droite du glacier des Bossons, le glacier des Bossons qui prend sa source au sommet du Mont Blanc. On a un lac qui se formait depuis 2019. Alors c'était super pour la carte postale, hein. On a même des guides très célèbres comme Christophe Profit qui, au retour du Mont Blanc à ski, avait pris l'habitude de se baigner. Lui, il trouvait ça agréable. L'eau à 0 degré, il faut aimer. Mais l'année dernière, on arrivait à un volume trop important, ce qui fait qu'il a fallu vidanger artificiellement, de la même manière que cette année, il faut vidanger au moins partiellement ce lac. Des problèmes de glace, des problèmes d'eau, et puis des problèmes de moraine, hein, les tas de cailloux autour des glaciers. Alors là, j'ai l'habitude de prendre cet exemple qui est quand même particulièrement parlant. On est dans le Valais en Suisse, et là, on a vraiment la carte postale avec la buvette suisse, le drapeau suisse, l'alpage suisse, et le glacier inférieur de Grindelwald à droite que l'on ne voit pas. Et cette année-là, ça ne s'est pas super bien passé, puisque à force que le glacier perde en épaisseur, il n'appuyait plus sur la moraine, et d'un seul coup, la moraine s'est déstabilisée. Il a fallu mettre le feu à la buvette pour éviter qu'elle ne tombe sur le glacier. Et dernière chose, les parois rocheuses. Donc les parois rocheuses qu'on estime comme immuables, eh bien ces parois rocheuses aussi réagissent au réchauffement climatique. Et là, je commence par un exemple du côté du canton des Grisons. On est en 2017. Et là, il y a une petite vidéo qui a été faite par le gardien. Là, c'est 3,1 millions de mètres cubes qui se déstabilisent. Et regardez ce qui se produit juste au-dessus de la moraine. Là, donc, il y a toute la masse qui tombe. Et là, à cet endroit-là, on a un espèce de flash blanc, là. Alors, ce flash blanc, à votre avis ? Eh bien, je dirais même c'est les restes du glacier. On n'avait pas de lac au pied de la paroi, mais en une fraction de seconde, avec l'énorme volume rocheux qui tombe sur un glacier, le glacier se transforme quasiment instantanément en eau. Et en fait, ça, c'est un espèce de geyser, c'est une vague de flotte. Donc ça veut dire qu'à l'avalanche rocheuse initiale, il y a une coulée boueuse qui prend le relais. Et cette coulée boueuse, elle a parcouru 6 km, et au bout des 6 km, il y avait un village, le village de Bondeau. Il y a eu une centaine de bâtiments quand même qui ont été très endommagés ou carrément détruits. Heureusement, en 2014, il y avait déjà eu 1 million de mètres cubes qui étaient tombés. Ça avait détruit des chalets d'alpage par ici. Donc quelques alpages avaient été ravagés. Par contre, ça avait été intéressant du point de vue scientifique parce qu'on a mis la paroi sous surveillance. On a des méthodes aujourd'hui qui existent pour surveiller les parois. Et quand on a vu en 2017 que ça commençait à bouger beaucoup trop, on a évacué le village. Et bien nous en a pris puisque le village a été pas mal investi par les coulées de boue. Il y a eu quand même 13 victimes. Ces 13 victimes passaient sur un sentier. C'était des randonneurs et des alpinistes qui passaient sur un sentier qui pourtant avait été interdit. Donc des fois, les interdictions, elles ont quand même du sens. On change de massif, on va en Inde en 2021, où là, vers le Trisul Peak,
on a non pas 3 millions de mètres cubes, cette fois-ci 25 millions de mètres cubes qui tombent, avec de la roche et de la glace, puisqu'il y avait 2 glaciers suspendus dessus. Ça a parcouru des dizaines de kilomètres, et vous voyez, entre avant et après, l'aérosol de poussière est remonté sur près de 500 mètres de part et d'autre du fond de la vallée. Ça vous donne un peu l'idée de la dynamique du truc. Ça a parcouru des dizaines de kilomètres et ça a fait 200 victimes. Donc ce n'est pas parce que les processus se produisent en haute montagne que ça ne peut pas parfois avoir des effets jusque dans les vallées. Voilà, là, on a une situation avant, après. Les glaciers suspendus étaient ici. Et on revient dans les Alpes, pas très loin du Piz Cengalo que je présentais avec le film tout à l'heure. On a eu encore plus fort ce printemps. Le 14 avril, il y a tout un pan de la montagne qui est tombé. Et là, on n'avait pas 3 millions, mais 5 millions de mètres cubes. Dessus, encore une fois, il y a des glaciers suspendus. On rajoute 2 millions de mètres cubes. 1 million de mètres cubes rabotés sur le glacier. On a une énorme avalanche de 8 millions de mètres cubes qui parcourt 5 km. Heureusement, la topographie ici, c'est complètement plat. Et heureusement que c'est complètement plat parce que ça a permis à l'avalanche de s'arrêter. Un petit peu plus bas, on avait un barrage. 8 millions de mètres cubes qui arrivent dans un barrage, je ne vous raconte pas ce que ça peut donner comme effet. On a plein de petits événements rocheux actuellement qui rendent justement la vie des alpinistes plus difficile. Pour ceux qui connaissent, là on est sur l'arête des Cosmiques. En 2018, on a 2500 mètres cubes qui sont tombés. Alors 2500 mètres cubes, c'est beaucoup moins que ce qu'on vient de voir, mais pour l'alpiniste, c'est quand même évidemment beaucoup trop. Hein. Même ça, pour un alpiniste, c'est beaucoup trop. Le sommet dont je vous parlais tout à l'heure, où je faisais justement un échantillonnage de granit, eh bien, ce qui s'est produit, c'est en 2018. On a tout un secteur de cet ensemble qui pourtant était réputé comme étant très stable par les alpinistes, qui s'est écroulé en 2018. Et vous voyez, dans la zone qui s'est écroulée, on a plein de glace. Et cette glace, évidemment, c'est le témoignage de la présence du permafrost et de sa dégradation, comme expliquant la déstabilisation. Alors une question scientifique qu'on avait il y a quelques années, c'était est-ce qu'on fait plus attention à ça aujourd'hui que par le passé? Donc est-ce qu'il y aurait un biais d'observation? Et pour répondre à cette question, on a utilisé la photographie de haute montagne. Je vous ai dit que les premières photos, c'était de la fin du petit âge glaciaire. Et on a pris 2 secteurs emblématiques du massif du Mont Blanc, la face ouest des Drues, qui s'est en grande partie écroulée avec la chute du pilier Bonatti en juin 2005. On voit ici la mer de glace qui déborde par-dessus un verrou rocheux. Donc ça, c'est des photos de très grande qualité, de très grand intérêt. Ça, c'est une photo de 1854. Et puis, on a fait exactement la même chose sur l'ensemble du versant nord des aiguilles de Chamonix. Donc, quand je dis la même chose, c'est comparer des dizaines, voire des centaines de photographies de manière à identifier, avec les changements de couleur, les changements de forme, toutes les déstabilisations qui se sont produites entre la fin du petit âge glaciaire et aujourd'hui. Et ce sont donc des dizaines d'événements qu'on a pu dater, quantifier, etc., pour finalement produire cette courbe que j'ai pu mettre à jour il y a quelques mois. C'est une étude qu'on avait publiée avec les 2 premiers bâtons. Vous avez un bâton, c'est le nombre d'événements dans la face ouest des Drues et sur le versant nord des aiguilles de Chamonix, des événements de plus de 500 mètres cubes par décennie. Et on voit déjà sur 90 et 2000 que ça augmentait fortement. Et j'ai mis à jour donc avec les années 2010, et vous voyez que c'est quasiment exponentiel. En termes de fréquence, on a une évolution quasiment exponentielle du nombre d'événements. Et ça, c'est évidemment directement corrélé aux températures, avec un petit bâton déjà assez conséquent dans les années 40, et on ne s'en souvient pas beaucoup parce qu'on n'y était pas, mais dans les années 40, il avait déjà fait un petit peu chaud, et puis évidemment, sur les 3 dernières décennies, on voit ces températures qui explosent littéralement. Donc on avait vérifié grâce à ça la bonne relation entre le climat et les déstabilisations rocheuses, et le lien entre les deux, c'est évidemment le permafrost dont on entend de plus en plus parler. Et ce permafrost, il y en a un qui en parle quand même bien. Vous le connaissez, hein? Vous le reconnaissez à sa voix? On a la chance d'avoir un pilote extraordinaire dans le massif du Mont Blanc qui m'a permis quand même de faire beaucoup de choses que je n'aurais pas pu faire avec d'autres pilotes. Il explique bien. Hein. Donc, je n'ai pas grand-chose à expliquer, si ce n'est rajouter un petit détail
sur le fait que dans les cicatrices de déstabilisation, souvent il y a de la glace, et dans des conditions de sécurité plus ou moins bonnes, on arrive à la récupérer, comme ici. Cette glace, là on est dans la face nord de l'aiguille du Midi, sur un des piliers de l'aiguille du Midi, et donc en 2017, il y a 50 000 m3 qui sont tombés, et à 17 mètres de profondeur, dans une grosse fracture, il y avait de la glace. Cette glace, c'est elle qui assurait le rôle de ciment pour le secteur, et on a pu donc récupérer de la glace, et ici on avait de la glace de plus de 4000 ans. Donc ça fait plus de 4000 ans que cette glace avait un rôle de ciment, et canicule après canicule, on va dégrader ce ciment de glace de plus en plus profondément, expliquant l'augmentation de la fréquence et des volumes des déstabilisations. Alors, on a plein de secteurs maintenant dans les Alpes. On a quasiment 150 capteurs de température aujourd'hui distribués dans les Alpes. On en a du côté de la Grande Casse. On en a sous le pylône du Télé de la Grande Motte. On a un forage de 20 mètres de profondeur à l'intérieur duquel on a toute une série de capteurs. C'est dommage, j'aurais dû penser à mettre la courbe. La courbe, elle est un petit peu équivalente à ce qu'on a du côté de l'aiguille du Midi, puisqu'à l'aiguille du Midi, on a 3 forages, maintenant 4 de 10 mètres de profondeur, à l'intérieur desquels on a des capteurs de température, et on voit 2 choses. Déjà, les tendances sont lourdes, c'est entre 1 degré et 1,5 degré sur 10 ans. C'est beaucoup plus rapide que l'élévation des températures de l'air, vraisemblablement parce que ces sommets se réchauffent depuis plusieurs côtés. Et puis, on a quand même à 10 mètres de profondeur une certaine variabilité. Et cette variabilité, elle est un peu surprenante, puisque les températures les plus élevées, on pourrait imaginer les avoir l'été. Eh bien non, on les a en début d'hiver. Et au contraire, les températures les plus froides, on ne les a pas au cœur de l'hiver, on les a en début d'été. Et c'est ce qui explique qu'on a parfois une décorrélation entre le volume et le moment. L'été, quand ça dégèle, c'est là qu'on a la fréquence maximale des déstabilisations. Mais en fin d'été, l'automne, voire même l'hiver, on a beaucoup moins de déstabilisations, mais potentiellement des déstabilisations beaucoup plus grosses, en lien avec la chaleur de l'été précédent qui continue à pénétrer dans les terrains. Alors pour ce qui concerne les questions de sécurité, on a des extensomètres, c'est des systèmes qui nous permettent de mesurer au dixième de millimètre près l'ouverture, la fermeture de fractures. Et ça, c'est intéressant du point de vue scientifique, et c'est surtout très intéressant du point de vue sécurité. On a actuellement pas mal de sites dans les Alpes instrumentés de ce type-là. Et à l'aiguille du Midi, toutes les données sont renvoyées sur une base, et cette base envoie directement les données sur une antenne qui est sur mon toit, le toit de ma maison, et je récupère ensuite toutes les valeurs sur le téléphone, et en permanence, je peux vérifier la stabilité de l'aiguille du Midi. Et si justement on dépasse un certain seuil, là, dans ce cas-là, on peut penser à évacuer. Heureusement, aujourd'hui, il y fait encore suffisamment froid, et surtout du point de vue géologique, l'aiguille du Midi, c'est très bien parce que c'est des compartiments rocheux qui sont enchâssés profondément dans le versant. Le problème, c'est un peu comme la dent. Vos dents, elles vont bien si la gencive va bien. Or, la gencive, elle commence à donner quelques signes de faiblesse, que ce soit du côté de l'arête des Cosmiques, on a vu une photo tout à l'heure, ou de la face nord de l'aiguille du Midi. On vient de voir le phénomène de 2017. Et maintenant, si on se projette un petit peu sur la suite, on peut modéliser l'évolution et modéliser également dans le passé. Et là, vous avez 3 sommets, les Grands Montets à 3300 mètres d'altitude, l'aiguille du Midi 3008 et le Grand Pilier d'Angle à plus de 4000 mètres d'altitude sur le versant italien du massif du Mont Blanc. Ici, les couleurs sont froides, ça renvoie à des températures froides, c'est du permafrost. Dans la situation à peu près actuelle, vous voyez qu'en surface, au Grand Montet, sur les quelques premiers mètres, on a déjà plus de permafrost. Et si maintenant on se projette en 2100, les Grands Montets auront complètement dégelé. Or, en ce moment, on est en train de reconstruire un téléphérique. L'aiguille du Midi aura dégelé et il va falloir remonter au-delà de 4000 mètres pour retrouver vraiment du permafrost. Le problème, c'est que nos modélisations, elles reposent sur des modèles climatiques. Et ça, c'est les climatologues qui les produisent. Et s'il y a une seule chose qu'on peut reprocher aux climatologues, c'est souvent d'être beaucoup trop optimistes. Et ça, on le voit à travers les rapports du GIEC. Le dernier, c'est 2021, l'avant-dernier, c'est 2013. Eh bien, celui de 2021, on a beaucoup mieux compris la machine climatique et on voit que ça va beaucoup plus vite. Et là, justement, cette modélisation, on a utilisé le modèle du GIEC moyen. Alors non, c'était le pire, mais le pire devient un scénario moyen de 2013. Donc ça veut dire qu'en réalité, ça va aller malheureusement plus vite encore que cela. Alors pour les guides et les alpinistes au sens large, aujourd'hui, heureusement, il y a encore moyen de s'adapter. Et là, c'est le petit point positif qu'il faut garder en tête. On a 33 modalités d'adaptation qui ont été identifiées avec globalement 5 catégories.
Changement de saisonnalité, c'est-à-dire que l'alpinisme traditionnel qu'on faisait au cœur de l'été, dans les années 80-90, eh bien, c'est plus possible, mais on peut faire ça au printemps, l'automne, voire même carrément l'hiver. Les hivers étant de moins en moins rigoureux, bah, c'est favorable. Changement des activités pratiquées. Quand l'alpinisme traditionnel n'est plus bon, les courses de neige, de glace, bah, on va faire de la roche, des courses rocheuses, là où il n'y a pas trop de permafrost. On va faire du canyoning, on va faire de la via ferrata. Plus d'attention et de réactivité portée aux conditions. Bah, les conditions, comme elles peuvent encore être bonnes, mais généralement sur des périodes beaucoup plus courtes, il faut être beaucoup plus réactif. Les réseaux sociaux nous aident. Le problème, c'est que sur les réseaux sociaux, quand on sait qu'il y a une course en bonne condition, on y trouve trop de cordées. Et ça devient dangereux pour cette raison. Changement des lieux de pratique, bah, quand c'est plus bon dans les écrins, on vient dans le massif du Mont Blanc ou alors en Suisse. Et puis, changement des techniques de progression. C'est par exemple, autrefois, on faisait le Mont Blanc avec 3 personnes. Et bien maintenant, le guide ne prend plus qu'une personne pour assurer la sécurité. Et changement des techniques, ça peut être aussi davantage équiper la montagne. Dans le bassin de la mer de glace, on a 5 refuges. Et pour atteindre ces refuges, maintenant, en cumulé, on a 800 mètres de dénivellation d'échelle. Ça pose quand même des problèmes de coût et de responsabilité pour la communauté de communes de la vallée de Chamonix. Globalement, on a 2 catégories de guides. On a les guides qui s'adaptent facilement et les guides qui s'adaptent plus difficilement. Eh bien, l'adaptation, elle est souvent difficile pour les guides d'un certain âge qui ont leur clientèle centrée sur l'alpinisme traditionnel au cœur de l'été. Et donc, évidemment, eux ont plus de difficultés que les jeunes qui font différentes activités. On termine par une vue de la mer de glace. Jusqu'à l'année dernière, il y avait plein de petits panneaux qui indiquaient l'accélération du retrait glaciaire. Et je veux finir par un point climatique, et là j'ai commencé à l'introduire. Ça, justement, c'est une courbe qui est issue du dernier rapport du GIEC, donc de 2021, les bases physiques, c'est une publication 2021. Vous voyez que le scénario moyen, il était à 2,5 degrés. 2,5 degrés, c'est déjà bien plus élevé que les engagements des accords de Paris en 2015, puisqu'on tablait sur 1,5 degré. 1,5 degré, on y est déjà. Donc on est très loin de pouvoir garantir ça d'ici la fin du siècle. Mais depuis le dernier rapport du GIEC, les climatologues ont continué à travailler, comprennent de mieux en mieux le réchauffement. Et aujourd'hui, la valeur moyenne, ce n'est pas 2,5, c'est 4. Or, dans les Alpes, les températures se réchauffent 2 à 3 fois plus vite. Je vous laisse faire la multiplication. Quand on voit déjà les effets dans les Alpes pour ne serait-ce que 2 degrés depuis le début du XXe siècle, on n'a pas tellement envie de voir du plus 6, plus 8 ou plus 10 degrés. Mais c'est encore bien beau, donc on en profite. Voilà une petite vue locale pour terminer et pour vous remercier de votre attention. Et maintenant, comme j'ai dit tout à l'heure, si vous avez des questions, des remarques, n'hésitez pas. Merci à tous.